à tous. Alors, je regarde si ça fonctionne. Excusez-moi, hein. Comment voir si ça fonctionne? Je suis désolée, c'était pas prévu que ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Euh, comment voir si vous m'entendez? Ah super, ça a commencé. Donc bonjour à tous. Ça y est, je vois qu'on est deux sur la vidéo. Top. Euh, on va commencer. Est-ce que je ne sais pas si vous m'entendez? Si quelqu'un peut mettre un petit commentaire juste pour me dire si vous avez le son. Euh, je commence, hein. Écoutez, j'espère que vous m'entendez. Nickel. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour notre nouvelle restitution du bench annuel à Trinitas. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème technique. Ah super, merci Marion. J'ai eu un petit problème technique, donc vous ne pourrez pas voir ma tête, mais c'est quand même mieux de voir la presse tant qu'à faire. Donc, nouveau Big Bench annuel Affinitas qui cette année se consacre aux créations leg. Donc, la création leg, c'est hyper intéressant parce qu'en soi, en leg, on pourrait raconter tout n'importe quoi. C'est hyper varié. La création leg, elle est intéressante pour 4 raisons. La première raison, c'est que, en fait, c'est la toute première étape, la création leg, quand on veut faire sa stratégie leg. Ensuite, c'est intéressant, deuxième raison, parce que de cette création leg, en fait, va découler la totalité de votre stratégie. Elle va vraiment venir infiltrer tout ce que vous allez mettre en place. La création leg, troisième raison pour laquelle c'était un sujet intéressant, c'est que c'est vraiment le moment de la rencontre. Il faut savoir qu'il y a plus de la moitié des Français qui ne connaissent pas du tout cette possibilité de tester en faveur d'une association. Et donc, c'est au moment où la personne est sensibilisée par le biais d'une communication qu'elle peut décider de mettre en place ou non un projet successoral. Et enfin, c'est hyper intéressant cette création leg parce que en voyant une création leg, on comprend le niveau de maturité de l'association et forcément, en étudiant plusieurs, on a une visibilité sur la maturité du secteur en général sur ce levier de collecte des legs. Donc pour cette restitution, comme les autres années, vous aurez accès plus tard dans l'après-midi sur notre page Facebook, notre LinkedIn et par les personnes qui sont déjà basées chez nous, on vous enverra un email pour que vous puissiez la restituer. Et à la fin de la présentation, s'il y en a, je répondrai à vos questions si vous avez envie d'approfondir. Comme à la différence des autres années, on ne peut pas, à cause de la pandémie, se retrouver pour l'instant. On essaiera d'organiser, dès que les conditions sanitaires nous le permettront, s'il y a des personnes qui sont intéressées, des temps à l'agence, donc des petits déjeuners ou des goûters, si vous avez envie de faire par exemple des ateliers pour approfondir certains points qui vous auraient plu. Et avant de commencer, j'avais envie d'adresser un petit message particulier parce que la nouveauté de ce bench, à la différence des autres années, c'est que déjà, on n'a pas anonymisé complètement ce qu'on a fait. C'est-à-dire que les créations pour lesquelles on avait des petits coups de cœur, on les a montrées dans la ressource à télécharger plus tard. Et surtout, on a eu la chance de pouvoir bénéficier de témoignages de chargés de promotion des legs qui ont bien voulu partager avec nous en fait les spécificités de leur métier, des anecdotes du quotidien et qui permettent vraiment de comprendre en fait en quoi ce métier est particulier. Donc avant de commencer, je tenais vraiment à leur adresser un grand merci. Alors comment est-ce qu'on a fait ce Big Bench? À la différence des autres années, on n'est pas du tout parti sur des gros volumes. Avant, on étudiait 2000, 2500 messages. Là, on est parti sur un échantillon beaucoup plus restreint de 85 annonces presse. Donc, on n'a pas la prétention de dire que ce sont les annonces presse de tout le secteur parce que parfois, on n'a pas trouvé les annonces presse d'association. Parfois, on les a vues plus tard. Donc, on ne pouvait pas les inclure à notre échantillon. Et puis, il y a des associations qui aussi en ont plusieurs. Donc, 85 annonces presse. Et ces 85 annonces presse, elles sont issues de notre veille média des 10 dernières années. Alors 10 ans, ça peut paraître beaucoup et à la fois rien du tout, mais 10 ans, c'était nécessaire parce qu'en fait, on recommande de venir mettre à jour sa créa tous les 3 à 5 ans. Mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas le budget nécessaire pour faire ça. Donc si on s'était restreint aux 3 dernières années, déjà d'une part, on aurait eu un échantillon beaucoup plus restreint. Et ensuite, c'est pas parce qu'une créa a 10 ans que tout est à mettre à la poubelle, pas du tout, bien au contraire. Parce qu'elle peut par exemple respecter de très bons critères. Donc justement, j'ai bien ces critères.
Chaque annonce presse a été décryptée sous 130 critères. Et ces critères, ils vont du plus objectif, par exemple, est-ce qu'il y a une accroche, est-ce qu'il y a une body copy, est-ce qu'il y a un contact, au plus subjectif, là aussi c'est différent. Par exemple, est-ce que c'est beau? Est-ce que ça me donne envie de faire l'action qui m'est suggérée? Et une subjectivité qui cette année est assumée parce que quand on veut lire une créa leg, on la lit toujours en partie avec le cœur. Donc effectivement, évidemment, on a essayé de rester le plus factuel possible, mais voilà, il faut bien, on l'assume. Et puis en fait, autre petite nouveauté, avant de venir vous présenter les résultats de cette enquête, je vais faire un petit détour sur les cibles. Pourquoi? En fait, quand on fait une stratégie, parce qu'une annonce presse, c'est la concrétisation d'une stratégie, cette stratégie, elle vise des cibles. Et les cibles leg, c'est important de bien avoir la vision que nous, on a des testateurs potentiels pour que vous puissiez comprendre en fait pourquoi est-ce que on a observé tel ou tel point d'optimisation. Donc, je vais faire un petit détour par la diversité du profil des différents testateurs avant de commencer. Donc, on va parler de motivation, de génération et de besoin pour comprendre vraiment la diversité de nos profils. Alors la motivation. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de testateurs. Il y a les testateurs qui vont tester pour et les testateurs qui vont tester contre. Et déjà, ce n'est pas du tout les mêmes. Et en fonction du testateur, de cette motivation qu'on va chercher à adresser, on ne met pas du tout en place les mêmes outils, les mêmes stratégies ou même les mêmes ressources RH en interne. Donc le testateur qui va tester pour, c'est celui qu'on appelle le testateur philanthrope. Et dans les testateurs philanthropes, on en a déjà beaucoup. Par exemple, on va avoir les testateurs qui ont un lien émotionnel extrêmement puissant avec vous. Par exemple, alors qu'ils ne sont pas du tout généralement ciblés par les stratégies, on a les bénévoles. Le bénévole, c'est quelqu'un qui toute sa vie, en fait, a donné de son temps, en tout cas, parce qu'il est persuadé du bien fondé de votre mission, de ce que vous faites. Donc lui, c'est un terreau très très intéressant quand on travaille la question des legs. On a après aussi intéressant toutes les personnes qui sont en PA. Les PA, ils vous donnent tous les mois. Donc, ils sont déjà persuadés que ce que vous faites est très, très important. Et après, on a aussi, mais parmi tant d'autres, je ne dis pas que c'est exhaustif mon listing, mais vous avez aussi, par exemple, les inactifs. Une personne qui vous a donné une fois, c'est quelqu'un qui, dans le fond, est déjà intéressé par ce que vous faites. Et peut-être qu'elle arrête de vous donner parce que dans sa tête, elle a décidé de vous tester et que cet argent, elle ne va pas vous donner maintenant parce que de toute façon, il vous reviendra pour plus tard. Donc elle, ça lui sert comme réserve en fait de sécurité pour de son vivant. Mais après, ça vous est destiné. Donc voilà, donc le testateur philanthrope, déjà, vous voyez cette vraie diversité du profil. Et après, on a tous les autres, ceux qu'on appelle les non-philanthropes. Donc eux, en fait, ils sont ultra différents. Ils sont vraiment dans une logique contre. On a, par exemple, ceux qui vont aller léguer contre l'État. Parce que, par exemple, ils n'ont pas d'enfants et ils n'ont pas envie que ça, entre guillemets, revienne juste à l'État, dans le sens où ils n'ont pas de visibilité, ils n'ont pas de contrôle sur là où l'argent ira. On a aussi, par exemple, les personnes qui n'ont pas d'héritier direct et qui, en fait, vont tester contre le système fiscal. C'est-à-dire, vous savez, quand on reçoit une succession, c'est assez technique à gérer. Et donc, ils vont préférer, en fait, tester tout à l'association avec à charge pour elle de redistribuer à la nièce ou au neveu, enfin, en tout cas à l'héritier indirect, l'argent qui lui aurait de toute façon revenu. Et c'est économique, en fait, c'est plus pratique pour eux. Et on a aussi, par exemple, des gens qui vont vouloir les tester contre leur famille, soit parce qu'ils ne les aiment pas, il y a une situation de conflit, ils veulent les déshériter, soit parce qu'ils ne sont pas en accord avec cette partie de leurs héritiers indirects. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a, là encore, c'est pas exhaustif, c'est pour vous donner une visibilité sur cette vraie diversité. Et donc ces personnes-là, eux, les non-philanthropes, ils sont en volume beaucoup plus nombreux que les philanthropes. Parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1/6 des Français qui sont généreux. Mais les autres, par contre, en soi, on va tous mourir un jour. Donc, on a tous potentiellement quelque chose à léguer. Donc, on a un volume beaucoup plus important chez les non-philanthropes. En revanche, ces personnes-là, elles sont beaucoup plus volatiles parce qu'elles ne vous choisissent pas pour un motif émotionnel. Donc, en fait, elles vont déjà vous consommer beaucoup de temps parce qu'elles vont venir dans une vraie logique de choix de l'association. Donc, ça va consommer du temps en RH. Et puis, ils peuvent changer d'avis à la toute dernière minute. Donc, en fait, en fonction de
de la cible qu'on adresse, on voit bien qu'on n'a pas du tout, évidemment, les mêmes stratégies, donc pas la même annonce presse, mais aussi pas le même système d'accueil du testateur par la suite. Ensuite, donc j'ai dit qu'il y avait des motivations, des générations et des besoins. Donc la génération. En fait, il y a la question de l'âge et de la génération qui sont intéressantes à prendre en compte pour étudier nos annonces presse. L'âge, les deux sont intéressants en leg. Pourquoi l'âge? Tout le monde conviendra que par exemple quelqu'un qui a 18-20 ans, c'est quelqu'un qui, peu importe l'année à laquelle il a 18-20 ans, il va découvrir les responsabilités, les premières bêtises, tout ce qui est lié à l'âge adulte. Et donc, de cet âge découlent des comportements. En leg, c'est pareil. En fonction de si on a 55, 70 ou 80 ans et plus, on a des comportements qui sont différents. Et des stratégies leg qui peuvent être différentes. Par exemple, quelqu'un qui a 55 ans, il peut commencer à être intéressé par un discours successoral. Pour deux raisons. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, vous et moi, on sait tous qu'on va mourir. Mais on ne sait pas vraiment qu'on va mourir. C'est quand on a été face à un décès d'un proche et surtout à la gestion qui suit de la succession qu'on se rend compte qu'il faut absolument s'organiser. Et c'est un cap en fait qu'on passe. Et c'est à ce moment-là qu'on est prêt à mettre en place son projet successoral. Et donc à 55 ans, on a les parents souvent qui décèdent. Donc on est réceptif à ce message-là et on peut être aussi réceptif à la question notamment du don sur succession. Ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant, mais qui nécessite de bien se travailler parce que le don sur succession, on a très peu de temps pour le mettre en place. Mais il y a plein de gens que ça pourrait intéresser. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez. J'habite en Île-de-France. Ma mère décède en Corse et en fin fond d'un patelin, j'hérite d'une maison. Ma maison, si je veux la vendre, il faut que j'aille m'en occuper, il faut que je la vide, il faut que je la mette en vente, il faut que je m'occupe de la vente, etc. Donc c'est très chronophage. Et finalement, ça va pouvoir, pour moi, être peut-être plus intéressant de la donner à une association pour qu'elle la gère. Et donc à 55 ans, c'est un moment où ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Et après, il y a tout côté de la génération. Quelqu'un qui a 5 ans en 1945, vous êtes bien d'accord que ça ne sera jamais la même personne qui a 5 ans en 2000. Parce que ces personnes, en fait, elles ne vivent pas la même histoire. Elles sont pétries d'événements qui sont différents. Et ça va avoir un impact sur le leg. Parce que quelqu'un qui a 80 ans aujourd'hui n'est pas la même personne que celui qui avait 80 ans en 2000 et la personne qui aura 80 ans en 2050. Ils n'ont pas vécu les mêmes choses. Et pourquoi c'est intéressant aujourd'hui? C'est intéressant parce qu'en ce moment, on a les personnes qu'on appelle les seniors, dans le sens les matures, les gens qui aujourd'hui ont 80 ans, et qui dans 5 ans, grosso modo, cette génération, elle aura à peu près disparu. Et cette génération, la suivante, c'est celle des boomers. Et les boomers, ils sont pas du tout pareils, parce que, par exemple, ils ont un rapport différent à l'information, ils ont un rapport différent aux réseaux sociaux, aux médias, et donc c'est des personnes qui s'adressent différemment. Je vais donner un exemple. On me parle souvent du coupon. On me dit, je ne comprends pas, par rapport à il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'investissais 60 000 euros en média presse et je recevais 300 coupons. Aujourd'hui, j'investis la même somme sur les mêmes titres. Si j'ai un coupon, j'ai de la chance. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'il y a 10 ans, la dame qui avait 70 ans, qui lisait Femme Actuelle, pour elle, c'était normal en fait de rentrer en contact avec vous en découpant son coupon. Et c'était un titre qu'elle consommait. Aujourd'hui, la dame qui a 70 ans, peut-être qu'elle lit plus Femme Actuelle, ou peut-être que pour elle, c'est pas spontané de venir vous envoyer un coupon par la poste. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Simplement, il faut mesurer son action différemment en fonction de la personne à qui on s'adresse. Donc j'ai dit motivation, génération et ensuite tout ce qui est le besoin. Alors le besoin, toujours pour comprendre cette multiplicité de profils, les personnes en fait quand elles vont décider de lancer un projet successoral, elles le font pour des besoins qui sont différents. Alors on n'a pas que l'un ou l'autre, on peut avoir plusieurs. Par exemple, quand on apprend qu'on va mourir, c'est quelque chose qui est paniquant. Et on a besoin d'être rassuré. On a besoin qu'on nous montre que nos affaires elles vont être gérées, etc., que tout va être bien organisé. On a d'autres qui vont avoir peur en fait de disparaître, que leurs souvenirs soient complètement oubliés, qu'ils n'aient pas ils n'aient pas eu la chance de construire quelque chose et donc ils sont en quête d'éternité, de maintien du souvenir.
On a d'autres qui vont avoir un besoin d'aide, par exemple, de l'aide technique ou qu'on les aide à construire ce projet. D'autres qui vont avoir tout simplement besoin de soutien, d'une présence qui les accompagne, ou encore d'autres de sérénité, qu'on les rassure par rapport à l'arrivée de cette mort inéluctable. Et donc les besoins sont variés, mais aussi les parcours individuels. En fait, une fois que la personne elle a vu son annonce presse, elle va se débrouiller vraiment à sa manière. Il y en a des qui seront 100% autonomes, c'est-à-dire que éventuellement ils iront voir un notaire, éventuellement ils iront sur Internet, mais sur des sites spécifiques par exemple, et jamais, 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 ils vous contacteront parce qu'ils n'ont pas envie. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien d'essayer de les convaincre parce que c'est hyper intime, en fait, c'est le projet de leur vie et ils vont faire ça tout seuls dans leur coin. Donc vous n'aurez pas jamais de visibilité. D'ailleurs, il y a un chiffre marché qui dit aujourd'hui, il y a à peu près 50%, donc c'est en fonction de ce qu'on a fait avant, hein, ce chiffre il pourra évoluer après avec le temps. Normalement, il y a à peu près 50% des legs qui sont, enfin, des dispositions qui sont perçues par les associations, qui sont issues de personnes que l'association n'a jamais, 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 jamais rencontrées. On a des personnes qui vont être 100% autonomes avec le web, donc ils vont aller se renseigner sur votre site. C'est pour ça que c'est important d'avoir une rubrique où on donne beaucoup d'informations parce que vous le savez, c'est assez technique. Il faut bien rédiger son projet successoral. Par exemple, un testament qui a une rature, il est caduque. Donc c'est important aussi, dans son annonce presse au tout début, de donner des clés aux personnes pour éviter justement ces testaments caducs. On a ceux qui vont être autonomes avec le print, qui vont juste vous demander vos outils papier. Et après, on a ceux qui vont être en quête de relationnel, mais là aussi, le relationnel, il peut être différent. Il peut être au niveau technique, mais aussi émotionnel. Alors là encore, je ne dis pas que on est soit l'un, soit l'autre, mais c'est pour que vous compreniez que c'est vraiment, vraiment différent. Et c'est intéressant après, en fait, une fois qu'on a bien ça en tête, d'aller regarder comment sont construites les associations pour voir si on donne, si on s'adresse bien aux personnes de façon à bien travailler sa cible. Et la dernière chose qui est important de comprendre, avant que je vous raconte les résultats de cette enquête, c'est que notre annonce presse, elle est au tout début du parcours. En fait, il faut comprendre que un parcours leg, c'est très très long. C'est vraiment différent de celui du don. Parce que quand on propose un don, on est vraiment d'une logique d'immédiateté. Donne maintenant pour générer très vite ça. Quand on est sur le leg, on propose en fait à quelqu'un de venir lier l'histoire de sa vie à la vôtre. Donc c'est pas du tout la même chose. En fait, ce qui se passe spontanément, la personne, il faut concrètement qu'elle voit la publicité, qu'elle soit impactée par le message, ensuite qu'elle décide de venir faire une disposition pour vous, il faut qu'elle audite son patrimoine, il faut qu'elle rédige son projet successoral, et enfin, c'est terrible, mais il faut qu'elle meure pour que vous constatiez les résultats de votre investissement. Donc en fait, une communication leg, elle sert sur l'année 1, 2, 3 jusqu'à 15 à peu près, parce que souvent entre l'ouverture d'un dossier successoral et la clôture, en fait, c'est-à-dire la réception en fait la réception de la disposition de la personne, il se passe à peu près 8 ans. Donc vous voyez que c'est sur un temps très 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 long. Donc c'est important de considérer l'annonce presse parce qu'elle est au tout début, c'est elle qui va enclencher ce dispositif. Mais par contre, après, elle ne fait pas le job toute seule. Il arrive, et des clients nous le disent, hein, évidemment, il arrive qu'il y ait des personnes qui voient la pub et tac, tout de suite, ça les soulage et puis ils vont appeler l'association, ils vont faire leur testament et hop, en 3 mois, c'est réglé. Mais ça peut pas être ça peut pas être votre objectif. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment avoir en tête que tant mieux si on a des petites surprises dans le bon sens, mais la majorité du temps, c'est long. Alors, je vais commencer maintenant notre restitution. Donc, il faut bien garder en tête que notre annonce presse, on recommande de faire d'abord l'annonce presse pour les testateurs parce qu'on l'a dit, ils sont plus facilement convaincus, ils sont moins volatiles, ils sont moins chronophages. Et une fois qu'on a bien travaillé ces testateurs on vient ensuite aller chercher les testateurs contre. Mais peu importe la cible, l'annonce presse, il faut qu'elle réponde à 3 grands objectifs très importants. Il faut d'abord que l'annonce presse, elle parle à celui qui va mourir. Je vous l'ai dit, on a tous compris qu'on allait mourir, mais on n'a pas vraiment passé le cap. Et la personne qui a passé le cap, qui se rend compte qu'il faut absolument qu'elle gère ce dossier-là, ça occupe toutes ses pensées.
Et vous, en fait, il faut que vous montriez que vous comprenez sa détresse et vous êtes à même de l'aider. Et il ne faut pas avoir peur en se disant ah oui, mais les autres, c'est tabou la mort pour les autres. Mais les autres, de toute façon, ils sont pas prêts. Donc en fait, peu importe l'annonce presse que vous feriez, ils viendraient pas discuter, ils viendraient pas discuter avec vous. Donc il faut bien parler à notre testateur. Ensuite, il faut proposer un projet unique. Le leg, c'est vraiment quelque chose sur du long terme. On lie l'histoire de sa vie à une marque. Et donc, on n'est pas sur, pour vulgariser, on n'est pas sur je donne trois seringues. On veut construire quelque chose. Donc, on est vraiment dans une logique de projet et évidemment unique pour que il ne ressemble qu'à vous et qu'on teste pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Et enfin, l'annonce presse, elle doit donner accès à l'information. On l'a dit, les profils et les parcours individuels des personnes sont ultra variés. Et donc, votre annonce presse, comme elle est au tout début, pour éviter que les projets soient mal construits, il faut essayer de guider chacun, notamment tous ceux qui ne rentreront pas en contact avec vous, pour qu'ils réalisent ça au mieux. Donc là, je vais passer sur notre première partie. Dans notre panel d'annonce presse, comment est-ce qu'on va venir parler à celui qui va mourir? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a un discours qui est très, très centré sur les associations. On a, donc, comme vous pouvez voir, 58% des accroches qui se centrent sur l'association. Donc, la cause, le bénéficiaire ou l'association en soi, mais pas du tout sur le testateur. L'accroche, je le rappelle, on a une création, ça se compose d'un visuel, d'une accroche qui est le slogan, et potentiellement d'une body copy qui est en dessous le texte, qui est le texte complémentaire. Et donc, on a la majorité des accroches qui ne parlent pas du tout du testateur. On a aussi des body copies qui ne parlent, quand même un tiers, qui ne parlent que de l'association. Donc, on ne dit pas qu'il ne faut pas parler de l'association dans la body copy, c'est pas ça le problème, on peut en parler, mais on ne peut pas parler que de soi, parce que là, quand on parle de leg, c'est des trajectoires personnelles. Il faut donner envie aux gens de se lier. Et en fait, si tout le monde propose uniquement de se concentrer sur l'avenir de l'association et pas d'inviter la personne à venir vous rejoindre, en fait, on cible une partie très, très, très infime des testateurs. Et si tout le monde en plus cible cette partie très 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 infime des profils de testateurs, en fait tout le monde cible les mêmes et il y a un énorme manque à gagner de personnes qui ne sont pas du tout exploitées. Donc c'est assez dommage en fait finalement de voir cette restriction sur un seul type de profil. Et dans l'ensemble, on a 31% des argumentaires, donc l'argumentaire c'est le mariage entre l'accroche et la body copy, qui sont complètement centrés sur l'association et pas donc par exemple sur son besoin financier pour qu'elle puisse continuer de mener à bien sa mission et pas du tout qui n'invite pas le testateur. Donc là encore, on ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, on dit juste que c'est dommage si tout le monde fait la même chose parce que on se concentre tous sur une partie assez infime des personnes. Donc là, vous allez me dire, oui, mais 31% dans l'ensemble, c'est pas beaucoup. Donc ça veut dire que tout ça, ça invite le testateur. Donc c'est plutôt positif. Oui, mais non. Je vous explique pourquoi. Effectivement, il y a 69% des argumentaires qui parlent du testateur. Mais quand on parle à ce moment-là du testateur, on se concentre majoritairement, vous voyez, à 86% ici, sur son pouvoir d'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous aider. Et là encore, il y a plein d'autres arguments qui sont complètement laissés de côté. Et on voit qu'on cible en fait un panel très restreint de cibles. Il y a beaucoup d'autres motivations qui peuvent être intéressantes. L'idée par exemple d'une appartenance à une communauté. L'idée de la transmission, de qu'est-ce qu'on fait de l'histoire de sa vie, de son patrimoine ou encore du sentiment d'accomplissement que peut générer. Parce que souvent les testateurs ils disent oh, je suis soulagé, ça y est, je suis organisé, j'ai gardé le contrôle, je sais ce qui va se passer, etc. Et ça c'est des notions finalement qui sont pas trop exploitées. On se concentre vraiment finalement un peu dans une logique issue du marketing classique, du don, sur ce que les gens peuvent faire pour vous. Et on n'est pas du tout dans l'invitation à un partenariat, à construire quelque chose, un projet de grande ampleur, le maintien de la mémoire, etc. Ce qui est assez dommage parce que c'est ça qui peut venir vraiment motiver les personnes je le redis, mais c'est important, à se lier à vous. Et donc parler à celui qui va mourir, c'est aussi pourquoi pas le représenter, puisque sur une création, on a toujours du texte, mais on a surtout un visuel.
Et sur le visuel, généralement, il y a quelqu'un qui est représenté, celui qu'on appelle le héros. Alors, il n'y a pas toujours des héros, hein. Il y a des associations qui, par exemple, font des montages ou qui montent des objets. Mais quand on a des héros, c'est majoritairement des bénéficiaires. Donc là encore, c'est la personne qui va bénéficier de l'argent récolté par l'association. Donc, ce qui peut être intéressant pour une partie des testateurs, mais pas pour tous. Il y a d'autres personnes qui auront besoin, par exemple, de voir une image de testateur, de personnes qui, entre guillemets, lui ressemblent, mais dans laquelle il peut se projeter, il peut s'identifier, ou, par exemple, que ça peut rassurer en voyant que quelqu'un d'autre a déjà franchi le cap. Donc là encore, on voit un petit manque de mixité. En revanche, dans la question du genre ou de l'âge, on commence à avoir une belle mixité qui est intéressante. On a une mixité tant au niveau du sexe, d'hommes et de femmes, que de jeunes seniors ou de vieux seniors. Pourquoi c'est intéressant? Historiquement, quand on faisait du leg, on s'adressait aux seniors actuels où c'était plutôt la femme qui succédait à l'homme. Donc c'était plutôt des mamies qui étaient en situation de solitude, en besoin relationnel, très seules, etc. Sauf que nos générations, elles évoluent, les gens y vivent différemment, ils survivent différemment. Et donc, c'est intéressant de venir chercher cette mixité et c'est chouette de voir qu'on a aussi bien des jeunes seniors que des vieux seniors, des hommes et des femmes. En revanche, la petite point d'amélioration qu'on a noté, c'est qu'on ne trouve pas beaucoup de nouveaux profils. Notre boomer, donc notre nouvelle génération, lui, il va être dans une logique où il va venir revendiquer son legs. On peut avoir aujourd'hui beaucoup, quand on discute avec des testateurs, la notion de couple, où le couple, en fait, va décider de se léguer l'un à l'autre, mais que le survivant lèguera, par exemple, au profit d'une association. Donc c'est quelque chose qui se discute, qui n'est pas tabou. Pas pour tout le monde, hein, évidemment. En legs, il y a quand même peu de règles fixes. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande diversité. Et ça, c'est des profils qu'on commence à voir. Et on a même aussi dans les familles, par exemple, des parents qui disent évidemment qu'on ne va pas vous léser. De toute façon, les enfants sont protégés par la loi. Mais en revanche, il y a toujours une petite part qui s'appelle la quotité disponible, que vous connaissez bien. Et on peut très bien décider d'attribuer une petite partie, par exemple, de sa quotité disponible à une association. Ça peut être des projets qui font sens. Et ça, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup encore de ce type de profil. Alors, si je résume, qu'est-ce qu'on retient sur comment est-ce qu'on fait pour bien discuter avec la personne qui va mourir? D'abord, il faut bien garder en tête que l'annonce presse, c'est le moment de la rencontre entre la thématique, l'association et le testateur. Et donc, il ne faut pas oublier de lui parler. C'est hyper important de l'inclure à ce triptyque. Ensuite, il faut bien penser que le projet que proposent les libéralités, ça se concentre d'abord sur les testateurs. Pourquoi ils viendraient tester pour vous plutôt qu'une autre association? Pas forcément sur ce que vous allez faire de l'association. On l'a dit, le tunnel, il est très très long. Et donc ça, vous aurez tout le temps en fait de discuter après de l'attribution ou non d'ailleurs ou dans le pot commun de cet argent avec la personne. Mais c'est plus facile en fait de l'alpaguer entre guillemets en venant lui parler directement. Et pas en étant d'emblée dans la justification de l'argent. Et dernière chose à bien garder en tête pour bien s'adresser aux testateurs, c'est de garder à l'esprit que nos profils continuent de se diversifier. Dans 5 ans, les seniors auront pour la majorité disparu. Et donc, la représentation doit aussi s'adapter aux spécificités de nos cibles. Donc voilà pour notre première partie. La deuxième partie, on a dit qu'il fallait qu'on propose un projet qui soit unique. Donc ce projet, il doit être unique, déjà parce qu'il doit vous ressembler, il doit faire penser à vous, parce que sinon, on l'a dit, c'est long, et la personne, en fait, elle voit la communication, et puis après, il faut que ça macère un petit peu, il faut que ça mature dans son esprit, et si, en fait, ça fait penser plus à une cause qu'à vous, potentiellement, vous pouvez travailler pour les concurrents plutôt que pour votre association à vous. Et donc, pour que ça ressemble qu'à vous, il faut être précautionneux sur de nombreux détails. Et ce qu'on a noté, par exemple, on a quasiment la moitié des cadrages. Donc là, je vous ai montré tous les types de cadrages qu'on peut avoir. Et quasiment la moitié des cadrages sont soit du très gros plan, pardon, donc on a juste la tête, soit du gros plan, c'est-à-dire qu'on descend jusqu'aux épaules. Donc ça nous fait en fait une logique de portrait. C'est très beau le portrait,
Mais si tout le monde fait la même chose, là encore, on n'est pas tellement distinctif et ça finit par en fait diluer le message. Dans ce même esprit-là, on a plus d'un tiers des créations qui proposent une personne qui vous regarde droit dans les yeux. Alors ça, c'est hyper, c'est hyper pertinent sur du leg, évidemment, parce qu'on dit souvent les yeux, c'est le miroir de l'âme, etc. Mais après, c'est pareil, si tout le monde fait la même chose, c'est assez restrictif, ça dilue, et après, ben, on peut facilement vous oublier, notamment si vous êtes une petite association, pour après penser à la grosse association, à celui qui a tout de suite la grosse notoriété, et donc vous pouvez un peu travailler pour les autres, c'est assez dommage. Idem pour les symboles, c'est difficile hein, après de bien choisir, mais par exemple dans le médical et la recherche, on a un quart des associations qui vont venir mettre en héros quelqu'un qui est un chercheur, ou alors qui a la blouse ou le stéthoscope, etc. C'est intéressant, mais c'est pareil, si tout le monde fait la même chose, c'est difficile de se dissocier. Idem pour la cause animale et ceux des aveugles, on a retrouvé beaucoup de chiens. Alors on sait que mettre un chien sur une création, ça augmente souvent les performances, mais en fait, toute cette slide, elle est vraiment là pour montrer que quand vous avez votre idée, ce qui est vraiment important, c'est de bien regarder ce que les autres ont fait et de jauger votre idée par rapport aux autres créations préexistantes et voir en fait si vous avez la capacité de venir détrôner ce qui est mieux fait. Sinon, c'est triste, même si votre idée, elle est vraiment géniale, mais parfois, il faut savoir à un moment donné, c'est important de bien venir bencher pour se dissocier. Alors après, je continue sur le positionnement. Donc le positionnement, c'est vraiment le visuel et le wording. Donc on a parlé du visuel, et maintenant on va se concentrer sur le wording de l'accroche et de la body copy. En fait, ce qui est difficile, alors en carité dans le secteur non lucratif, déjà, bon, on peut dire que c'est un peu une niche, et clairement, les legs, c'est l'ultra niche. Et qui dit niche dit forcément vocabulaire un petit peu spécifique, restreint et potentiellement partagé. Mais là encore, toujours dans cette logique de si tout le monde fait la, entre guillemets, sans vouloir être dénigrante, la même chose, c'est difficile après d'émerger. Et on a 35% des accroches, donc le texte principal, qui utilise le terme leg, exactement le même mot. Sauf que ça, c'est embêtant si tout le monde utilise le même vocabulaire. Pareil, sur les mariages body copy, il y a des termes qu'on retrouve très souvent. Perpétué, volonté, légué, on les retrouve tout le temps. Et ça, c'est embêtant. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'annonce presse, finalement, l'annonce presse, c'est une version un petit peu plus étoffée de votre création. Et c'est là où on pose toutes les fondations de la stratégie leg. Et si tout le monde fait la même chose, forcément, ben, la totalité de votre stratégie, elle est pas distinctive. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais le champ lexical, il est de niche, alors forcément qu'on est obligé de l'utiliser. Ben, en fait, pas forcément. Il y a beaucoup de termes qui ne sont pas du tout utilisés. Là, je vous ai mis ceux dans l'ensemble de la création. Donc là, on n'est pas juste sur l'accroche et la body copy, on est sur tout le texte. Et donc, il y a vraiment des mots qu'on retrouve tout le temps. On partage le même vocabulaire. Il y a des formules qui sont certes des formules consacrées, mais parfois les textes ils se ressemblent, vous n'avez pas idée. Et ça génère ce sentiment d'uniformité qui est assez dommage. Je vous donne un petit exemple, les titres de coupons commencent tous pareil. Oui, virgule, je souhaite, nanana. Et là encore, en fait, ça peut sembler dérisoire, mais comme une annonce presse c'est tout petit, c'est juste un 4 entre guillemets, autant se donner les meilleures clés pour essayer d'être le plus distinctif possible. Et à l'inverse, il y a quelqu'un qui est complètement oublié, c'est le post-mortem. Alors que justement, c'est un des arguments qui peut être ultra séduisant. Le post-mortem, pourquoi c'est intéressant? Ben, vous l'avez compris, c'est la personne qui va venir tester en votre faveur. Elle le fait pour, d'une certaine manière, souvent ne pas être oubliée ou que sa vie serve à quelque chose ou qu'elle participe à un projet de grande ampleur de façon à ce qu'en fait, sa vie ne s'arrête pas à sa mort et qu'elle continue. Et finalement, la meilleure manière de persuader les personnes que vous maintenez le souvenir des autres, c'est de venir travailler ce post-mortem en montrant aux vivants comment est-ce que vous rendez hommage à vos morts. Alors ça, c'est encore finalement très peu fait parce que ça ne génère aucun retour. C'est de la com pure. Jamais on vous dira c'est en voyant tel truc que
que je vous ai appelé. Mais c'est vraiment une offre très, 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 très forte et extrêmement séduisante dans les legs pour rassurer les personnes. Il y a quelques assos qui le font de façon assez conséquente, en mettant en place par exemple des monuments aux morts, des plaques commémoratives, mais on peut aussi très bien commencer en faisant de petites choses, ne serait-ce que des insertions dans les rubriques nécrologiques, des petits textes pour dire que vous vous souvenez de vos morts, vous ne les oubliez pas et vous leur êtes extrêmement, et pour toujours, extrêmement redevable et reconnaissant. Alors notre projet unique, qu'est-ce qu'on garde en tête pour proposer un projet unique? Il faut que la direction artistique, bon évidemment elle doit être esthétique et claire. Si c'est moche et pas clair, ça sert à rien. Mais en plus d'être esthétique et clair, il faut que vous travailliez vraiment dans une logique de distinction de façon à pouvoir émerger à vos concurrents. Il faut que votre offre leg, vous choisissiez vos mots, mais avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention parce que ce positionnement, cette offre leg, elle va venir vraiment découler dans la totalité de ce que vous mettrez par la suite en place. Et enfin, votre champ lexical, même s'il est restreint, il faut réfléchir au terme spécifique que vous allez vouloir adopter. Et ce champ lexical, même s'il est restreint, c'est pas une contrainte. Il y a vraiment des manières de pouvoir en tirer parti. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment pris du temps de décrypter toutes ces annonces presse parce que c'est un moment très important. Et ça, je sais que ça ressemble juste à un petit A4, un petit bout de papier, mais ça a vraiment un impact non négligeable. Et maintenant, je vais faire notre troisième partie. Troisième partie qui est comment est-ce qu'on donne accès à l'information. Au tout début, je vous ai dit, dans les parcours des personnes, on a des gens qui vont rentrer en contact avec vous, qui vont être dans un lien relationnel. On en a qui vont être ils vont juste vous demander de l'information, après ils ne voudront pas discuter avec vous, et il y en a qui seront complètement autonomes. Et donc, comment, au tout début du tunnel de conversion, on vient donner un maximum d'informations pour que un maximum de profils puissent agir. Comment on va bien guider l'action des individus. Alors déjà, on a des déclencheurs d'action qui sont plutôt timides. Le déclencheur d'action, c'est aussi ce qu'on appelle le CTA, le Call to Action. C'est en gros, comment est-ce que vous guidez la personne. En digital, par exemple, les résultats, ils sont assez unanimes. Si vous faites une super pub, mais que dessus, il n'y a pas un bouton qui dit « je clique » ou « je veux en savoir plus » ou « je m'informe », etc., même si la pub, elle est parfaite, la personne, elle ne va pas cliquer. Parce que vous ne lui avez pas dit, parce qu'en fait, on n'est pas télépathe et qu'on est tellement dans l'information qu'il faut vraiment guider les personnes. Donc, en leg, notamment sur une création, on a plein de CTA imaginables. Le plus connu, c'est le coupon, parce que c'est hyper clair, mais il y a d'autres manières. On peut très bien donner l'adresse de sa rubrique leg pour en savoir plus. On peut dire d'aller voir un notaire. On peut montrer un référent leg. On peut donner sa disponibilité. On peut mettre juste une petite phrase incitative en disant que vous êtes là pour les personnes et puis vous êtes disponible pour les aider. Mais en tout cas, voilà, il faut bien guider l'action. Et en fait, déjà, dans un quart des créations, il n'y a pas du tout de CTA. Et c'est dommage parce que, en fait, dans ce cas-là, la publicité, elle est vraiment faite dans un objectif de notoriété. Parce que la personne, vous ne guidez pas son action. Donc, c'est toujours intéressant de faire de la notoriété, mais tant qu'à faire, si on peut un petit peu rediriger certains profils, c'est mieux. On a le rendez-vous qui est vraiment absent. Alors, le rendez-vous, c'est pas tout le monde qui va être intéressé par le rendez-vous, mais en fait, c'est important parce que pour certains profils, ça va vraiment être le déclencheur, de savoir que, en fait, en interne, vous êtes disponible, soit pour recevoir la personne chez vous, soit pour après aller chez elle même. Et il ne faut pas avoir peur, tant que c'est bien dit, en fait, les personnes, vous ne forcez personne. Vous n'obligez personne à venir vous rencontrer. Vous rassurez juste les personnes pour qui ça pourrait être intéressant, qu'effectivement, vous êtes en mesure de faire ça. Et comme on sait qu'on a vraiment une part des prospects qui sont en recherche d'écoute et de présence, c'est bien si vous êtes en mesure de le faire, évidemment, toutes les associations, on y reviendra dans la slide suivante, ne sont pas en mesure de dégager du temps aux testateurs potentiels. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Oh non, je vois le commentaire d'Alexis qui dit qu'il a perdu la connexion. Est-ce que les autres ont encore l'information? Moi, ça me marque que je suis en direct. Je ne sais pas si les autres... Suis-je encore là? C'est l'enfer. Bon, je continue, j'ai l'impression que ça fonctionne.
Et donc je continue. Nos déclencheurs d'action, dans plus d'un tiers des cas, on n'a pas de littérature. La littérature, c'est aussi bien dire qu'on a une brochure, qu'on a un dépliant, qu'on a un site, en tout cas de montrer qu'on a qu'on a des outils pour approfondir le projet successoral. Et pour plusieurs personnes, en fait, là aussi, ça va être rassurant de voir que vous êtes équipé, que vous êtes prêt et que vous avez de quoi, que vous avez de quoi les, que vous avez de quoi les aider s'ils en ont besoin. Alors, un des, entre guillemets, CTA sur lesquels on a fait un petit focus, c'est notre contact leg. Alors, le contact leg, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que pour une majorité de personnes, notamment tous ceux qui sont en besoin relationnel, ça va vraiment être un déclencheur d'action. Et en fait, ce contact leg, il est important parce que, et c'est dommage parce que dans plus d'un quart des annonces presse, il est pas présent. Et, et c'est dommage parce que c'est lui qui peut vraiment générer une prise de contact parce que c'est rassurant. Alors on sait, hein, il y a des associations, on sait très bien, qui nous disent qu'ils n'ont pas le budget, donc ils peuvent pas, ils peuvent pas montrer quelqu'un. Mais il y a aussi des référents leg qui ne veulent pas être identifiés. Ça c'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui peut travailler la conversion. Et notre référent leg, lorsqu'il est présenté, il y a des petites optimisations qui sont envisageables. Déjà, il y en a très très peu qui parlent. Il y en a juste 5%. Donc franchement, c'est dommage parce que il ne faut pas faire une tirade, c'est pas ça le point. Mais juste une petite phrase un peu chaleureuse qui, par exemple, dit, je sais pas, vos horaires, quand est-ce que vous êtes disponible. Mais la personne, ça va la rassurer. Euh, ça va la rassurer. Pareil, ils sont pas du tout mis en photo. Il y en a que la moitié qui sont mis en photo. Et là encore, c'est dommage. C'est des petites choses, hein. Mais de toute façon, une annonce presse, c'est une succession de petits détails. C'est quand on sait à quoi ressemble la personne, et ben ça donne plus envie de rentrer en contact, tout simplement parce que c'est rassurant. Il y en a qui ne se présentent pas. C'est important aussi de savoir le nom, le prénom et notamment la fonction de la personne. Parce que bah, quand vous mettez-vous à la place de la personne, quand elle veut prendre contact pour la première fois avec vous, et ben, de savoir quel est le job de la personne, ça donne une clé d'entrée pour commencer son message. Bonjour monsieur Nanana, j'ai vu que vous étiez tatata, je me permets donc de vous écrire parce que j'ai vu que vous faisiez ça. Voilà, ça permet d'amorcer le dialogue en fait. Et d'ailleurs, au sujet de ce poste, on a noté en fait, généralement, les référents leg, ils mettent leur intitulé exact. Par exemple, chargé de la promotion des legs. C'est une petite astuce là encore. Il suffit, si vous mettez, même si c'est pas le job exact, Monsieur Nanana, chargé de la relation avec les testateurs, même si c'est pas le vrai, en fait, il s'en fiche. L'important, c'est que la personne, elle voit que votre travail, c'est de discuter avec elle. Donc, en fait, elle n'aura pas peur elle n'aura pas peur de vous embêter parce qu'en fait, elle voit d'emblée que vous êtes là pour ça. Donc là encore, petite astuce. Et alors après, la dernière point d'optimisation sur nos référents legs, c'est qu'ils ne sont pas visibles. Enfin, c'est dommage. Il y en avait 19% qui sont franchement pas visibles. C'est-à-dire tout petit, en bas, au niveau de la mention légale. Et c'est dommage parce que le plus dur était fait. Après, c'est un petit changement. Hein. Il n'y a rien de dramatique là-dedans. Mais bon, voilà, toujours cette logique d'optimisation, c'est dommage. Et enfin, dernière information sur comment est-ce qu'on permet aux gens de passer à l'action, comment est-ce qu'on leur donne des clés d'entrée, c'est comment est-ce qu'on peut venir utiliser les bonnes pratiques du marketing. Alors, on l'a dit, et en plus je l'ai dit plein de fois, le leg, c'est pas du marketing direct. On n'est pas dans une logique d'immédiateté, on ne construit pas les mêmes projets, on ne travaille pas de la même manière. Par contre, il y a des choses issues de notre historique du marketing qu'on peut venir utiliser ponctuellement pour renforcer ses créations leg. Par exemple, le testimonial. Donc, le testimonial, c'est quelqu'un, donc soit un testateur, soit le référent de l'asso, par exemple, qui va venir donner une petite phrase, qui va donner un côté humain, qui va donner du corps à votre annonce presse, et puis surtout qui va permettre aux gens de se projeter, de montrer que il y a plein de gens derrière cette histoire des legs et que il y a une communauté, c'est rassurant. On peut aussi utiliser les projets menés ou les équivalences. Et ça, on ne retrouve pas du tout. Alors souvent, il y en a qui nous disent oui, mais nous, les legs, on ne peut pas les affecter à un projet, on met tout dans le pot commun et après on redistribue. Alors après, il y a des petites astuces.
déjà, vous pouvez très bien utiliser le conditionnel. Un legs de temps permettrait de, une assurance vie de temps permettrait de concrétiser X ou X choses. En fait, c'est que ça montre concrètement en quoi vous êtes en mesure de mener des projets de grandes ampleurs. Parce que, bon, après, on peut montrer des projets de grandes ampleurs et les chiffrer, mais ça, peu d'associations sont en mesure de le faire. C'est encore mieux hein, si vous avez des grands projets à soutenir. Mais après, voilà, il y a des petites astuces toutes simples qu'on peut faire. Et la dernière chose, ça c'était un point plutôt surprenant, c'est que 47% des associations qui disposent du label reconnaissance d'utilité publique n'en parlent pas. Alors ça, c'était assez surprenant parce que dans l'ensemble, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui font le choix du sérieux, de parler de ce qu'elles font avec l'argent, comment est-ce qu'elles aident les bénéficiaires, etc., qui ne se tournent pas du tout vers l'angle plutôt chaleureux. Et dans ce cas-là, on aurait pu penser que la reconnaissance d'utilité publique, comme c'est un label qui est octroyé par l'État et qui vous permet, entre autres, de recevoir des legs, enfin des libéralités, pardon, on aurait pu penser qu'elle aurait été partout et donc pas trop. Donc ça, j'avoue, si à la fin, il y en a certains qui ont des infos à ce sujet-là, je suis plutôt preneuse d'une réponse. Alors, qu'est-ce qu'on retient sur comment on donne bien accès à l'information pour favoriser le passage à l'acte d'un maximum de profils et perdre le moins de monde en route? Bah déjà, on réfléchit à comment est-ce qu'on donne le chemin d'accès à tous les profils, en fonction de vos outils évidemment. Brochure, référent, horaire d'ouverture du standard, adresse, rubrique leg, etc. Il faut bien, quand on l'a évidemment, travailler la présentation et la valorisation du référent leg parce qu'il sera vraiment un argument ultra décisif pour une partie des prospects, notamment en quête de relationnel, soit émotionnel et ou technique. Et puis, sans tomber dans le travers du marketing direct, le leg ce n'est pas la même chose, mais ne pas oublier notre historique et nos petites astuces qui peuvent ponctuellement renforcer le discours des libéralités. Donc j'en ai fini pour cette restitution. Donc comme je vous le disais, cet après-midi, on va donner accès sur le Facebook, sur notre LinkedIn, sur notre site internet, sur la rubrique des contenus et à toutes les personnes qui sont en base chez nous, on enverra également un email. N'oubliez pas de checker vos spams pour que vous puissiez télécharger la ressource gratuitement. Si vous avez des questions plus tard, évidemment, je suis disponible par téléphone ou par email. Et évidemment, Alexis Van de Viver, qui est le directeur général associé de l'agence et qui a 20 ans d'expérience dans les libéralités, pourra aussi répondre à vos questions. Si certaines personnes veulent organiser cet été des goûters, approfondir des points, des petits déjeuners, etc., vous pouvez m'en faire part par email et puis je verrai en fonction si on peut organiser des temps d'échange, des petits ateliers. Et puis là, je vais voir si j'arrive à mettre ma tête pour répondre aux questions. Donc, à faire, ce serait plus sympa. Et en attendant, je vois que j'ai déjà une question. Isabelle, est-il préférable d'indiquer responsable CLEG ou responsable relation testateur? Alors, nous, on recommande d'indiquer. Merci Nicolas. Attendez, est-ce que tu peux. Comment je mets ma tête? On peut pas le faire, on est obligé de garder la... Bon, bah vous ne me verrez pas, c'est pas grave, c'est plus intéressant d'avoir les coordonnées de contact. Donc, c'est plus intéressant quand vous êtes sur votre annonce presse. En fait, tout va dépendre de comment vous êtes équipé. Le plus important, c'est avant tout la relation. Donc, si vous n'avez qu'une seule personne en interne, vous dites que cette personne, elle est là dans le cadre de la relation pour l'accueil, pour discuter avec les personnes. Si vous avez la chance d'être plusieurs, vous pouvez vous permettre en fait de dire que vous avez aussi bien des personnes pour la relation et vous avez aussi des personnes pour le juridique. Ça peut être rassurant en fait pour les personnes de voir que vous êtes aussi équipés pour les aider à construire leur testament ou par exemple que vous avez un notaire avec qui vous entendez ou avec qui vous êtes en partenariat parce qu'en fait ils verront que vous êtes équipés pour pouvoir les accompagner sur tous les pans du projet successoral parce que comme on l'a dit, c'est aussi bien de la crainte, du technique que de l'écoute parfois. Donc voilà, je regarde juste s'il y en a eu d'autres petites questions. Donc Isabelle, c'est bon. Et puis, merci pour vos messages, c'est trop sympa. Et puis, bah oui, merci Delphine. Bon, je vois pas d'autres questions.
En tout cas, je laisse mes coordonnées. Sur les posts, quand vous irez sur la page pour aller télécharger la documentation, on a mis aussi nos coordonnées. N'hésitez pas évidemment hein, à nous contacter par la suite. Et puis, bah, je vous remercie à tous pour votre présence et puis bah, pour vos petits retours positifs. Re- ça c'est une petite question. Relation testateur ou relation bienfaiteur? Bah, plutôt testateur. Parce que plutôt testateur parce que là, on parle du leg, on parle d'un projet de transmission et en fait, il y a des millions de façons d'être généreux et de venir soutenir une association. Et si on parle de leg, on parle de leg. Faut pas tout mélanger. Après, ça dépend si vous faites une com sur tous les modes de soutien pour votre association, auquel cas vous plutôt vous parlez de bienfaiteur, puisque vous êtes dans un objectif de communication beaucoup plus large que les libéralités. Mais voilà, c'est juste pour bien travailler la cohérence. Si on fait une com que sur le leg, on parle des testateurs, plutôt. Nananère, je regarde, non, c'est pas mal. On n'a pas d'autres questions. Est-il pertinent de travailler les libéralités sur le digital? Bien sûr, alors ça, évidemment. Sur le digital, c'est hyper important parce que, notamment quand on va chercher les boomers. Les boomers, on l'a dit, c'est des personnes qui évoluent avec le digital et ils viennent consommer de l'information sur Internet. Ils sont actifs là-dessus. Et donc, il y a toute une partie des individus, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des consommateurs de presse traditionnelle comme la presse écrite, que vous ne pourriez pas adresser là-dessus, et donc avec qui vous pouvez avoir des vrais dialogues. Et ce qui est intéressant, nous à l'agence, on fait en ce moment pas mal de tests à ce sujet-là, c'est comme ça permet une finesse de résultat, on travaille ce qu'on appelle les portes d'entrée. C'est-à-dire qu'en fait, on peut parler de leg sur différents arguments. Par exemple, sur les motivations, qu'on a évoqué tout à l'heure. Après, on peut faire des focus aussi parce que les libéralités, c'est hyper large. On parle traditionnellement de legs, donation, assurance vie, mais des legs, il y a le leg universel à charge, le leg à titre universel, le leg universel, enfin il y en a plein. Et pareil pour les donations, il y a beaucoup de donations différentes. Et donc sur le digital, comme c'est des cibles qui sont différentes des testateurs dont on a l'habitude, on vient faire notamment des A/B tests en présentant soit des coms génériques, soit des coms sur des focus pour voir, selon les cibles, les âges et les appétences, comment est-ce que les gens réagissent le mieux au message et puis surtout, comment est-ce qu'après ils viennent télécharger, demander de l'information et comment est-ce qu'ils essaient de rentrer en contact avec l'association. Et donc en média, évidemment très intéressant, mais extrêmement intéressant aussi de le travailler sur sa BDD. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on met en place pour certains clients, de voir comment est-ce qu'on instaure des fils rouges sur l'année en leg, enfin en libéralité, pardon, auprès de ces BDD. Tout le monde sait ce qu'est un testateur. Après, vous pouvez, en tout cas, Wisconsin, ce que vous pouvez dire quand vous parlez de la relation, quand vous présentez votre intitulé, ce qui est important, c'est la notion plus de relation que de testateur. Ah, c'est par rapport à la question de tout à l'heure, bienfaiteur vs testateur. Euh, en fait, votre intitulé, il vit pas tout seul sur la communication. Il y a tout en fait, il est en bas généralement le référent leg, il n'est pas au début. Et on a montré aussi dans notre bench comment est-ce qu'on lit une créa, comment est-ce que les textes sont lus les uns après les autres, et on a une lecture plutôt en Z. Donc en fait, votre bloc contact, il est lu à la fin. Donc en fait, avant déjà, toute la, toute la personne, elle a déjà été sensibilisée à un vocabulaire. Et après, quand on a lu tout ce qui est en amont, le fait de léguer, de tester, etc., la personne elle comprend. Et après, si, en fonction de ce que vous avez écrit avant, de toute façon, c'est un ensemble, hein, une création leg, mais le terme de testateur peut être changé en fonction de ce que vous avez rédigé avant. Et tout le monde sait ce qu'est un testateur, pour répondre objectivement. Non, bien sûr que non, puisqu'on l'a dit, mais c'est un des enjeux. Il faut arriver à faire de la pédagogie là-dessus auprès des Français, puisqu'on a plus de la moitié des Français qui ne connaissent pas du tout la thématique des legs. Alors, est-ce que vous envisageriez de faire une présentation libéralité et digitale et référencement? Bien sûr, alors pas forcément tout de suite, ça on pourra en discuter. Je vous invite à m'envoyer un petit email après pour qu'on voit ce qui vous intéresserait. C'est sûr que le référencement et le référencement, ça c'est hyper important quand on se positionne en digital. Mais après, voilà,
peux pas vous répondre comme ça parce que ça dépend aussi de vous, votre écosystème, ce que vous avez, votre site institutionnel, comment est-ce qu'on peut intervenir dessus ou pas. Mais oui, oui, bien sûr que ça c'est des sujets qui sont dans les tuyaux, dirais-je. Ok, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. J'ai l'impression que j'ai répondu à peu près à tout. Encore désolée hein, pour le petit couac du début. Et puis bah je vous remercie vivement. Et puis je vous souhaite à tous de passer une très belle journée. Et puis bah à bientôt, j'espère. Au revoir.